Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Suite de notre roman Les Heureux de Maman avec l'histoire triste de Danny Biva. Chapitre 6. Les Biva. La réconciliation, le grand retour de Daniel Biva, Viaspo, Daniel Biva, accès accordé. Les Biva savaient décidément s'accaparer la une des médias. Daniel avait à peine passé 4 jours à Berryville que la télévision et la radio ne parlaient plus que d'elle, de ses enfants et de son mari, ex-mari. Se borna-t-elle à rectifier? Petit à petit, les rayons du soleil éclairaient les immeubles de Berryville l'un après l'autre. Voilà un peu plus de 3 jours que Daniel souhaitait s'informer, lire les journaux, écouter la radio ou regarder la télévision, mais le docteur Obama le lui avait formellement interdit. Malgré les protestations du neurochirurgien, Erika Viaspo, fière de voir sa fille en première page de tous les journaux, les achetait et les apportait en cachette à sa Dani chérie. La journée s'annonçait plutôt bonne ce matin-là. Erika était arrivée en même temps que le soleil. Ce n'était pas une heure raisonnable pour les visites, mais les gardiens ainsi que les infirmières et infirmiers avaient remarqué combien Michael Idriss, l'un des médecins les plus expérimentés et les plus réputés du pays, vouait de respect à la vieille femme. Comment pouvait-il donc lui interdire l'accès à la clinique sous prétexte que ce n'était pas l'heure des visites? Tu t'es levé bientôt aujourd'hui, Dani chérie. Bonjour maman, répondit froidement Daniel. C'était la première fois depuis qu'elle était hospitalisée que Daniel était aussi matinal. Avant que la nuit ne soit entièrement dissipée, la pauvre Daniel était déjà installée dans son fauteuil roulant et regardait le ciel à travers la baie vitrée de sa chambre. Tiens, Dani, tu es encore en première page ce matin. Et là, c'est ton biva de mari, ex-mari maman, rectifia Daniel en saisissant le journal. Erika fit de nombreuses remarques et posa plusieurs questions, mais n'obtint pas la moindre réponse, la moindre considération. Daniel ne l'écoutait déjà plus et c'est à peine si elle l'entendait. Concentrée sur la lecture du journal qu'elle dévorait des yeux, rien n'existait plus autour d'elle, pas même sa mère. Jacques sait donc que je suis hospitalisée ici, se dit-elle, et il n'a pas fait le moindre pas pour venir à moi. Comment ai-je pu épouser cet homme sans cœur? Si Daniel en doutait encore, elle était aujourd'hui certaine que Jacques Biva était un homme foncièrement méchant, et elle voyait leur mariage passer comme la plus monumentale des erreurs de sa vie. J'ai ordonné qu'il lui soit fourni tout ce dont elle aura besoin, déclarait M. Biva dans une interview. Je suis sincèrement désolée pour ce qui lui arrive, mais je sais qu'elle est suivie de près par les meilleurs médecins du pays, les meilleurs chirurgiens. Le docteur Idriss est spécialement resté à Berryville pour s'occuper d'elle. Lui-même et le docteur Obama sont deux spécialistes en qui j'ai une entière confiance. Je ne pense donc pas que ma présence auprès de Daniel soit nécessaire. Daniel referma lentement le journal et le cœur plein de haine murmura. C'est mon ex-mari. Comment? Fit la mère. Maman, passe-moi le quotidien s'il te plaît. Je t'ai donné tous les journaux, Dani. Daniel baissa les yeux et vit effectivement la pile de journaux qu'elle avait elle-même posée sur ses genoux. Elle la fouilla et constata que le quotidien manquait. Elle savait pertinemment que Serge Gotha n'y travaillait plus, mais elle espérait trouver une trace de lui, un indice, un renseignement. Tu penses à ton journaliste, Dani? Oui, maman. Je suis étonnée qu'il ne soit pas passé me voir après tout le tapage que les médias ont fait sur moi. Il se passe quelque chose, je le sens. Décroche ton téléphone et appelle-le chéri. Personne ne décroche maman. J'ai essayé hier et avant-hier. Alors, donne-moi son adresse, je peux toujours y faire un tour. Oui, maman. C'est ce qu'on va faire. Il est au... L'ouverture brusque de la porte l'interrompit. Ah, bonjour, docteur Obama, lança aussitôt Erika, assise sur le lit. Comment allez-vous ce matin? Daniel, si je vous ai déconseillé de lire les journaux maintenant, je vous l'interdis, jeta le chirurgien sans se soucier des salutations qui lui étaient adressées. De toute façon, j'en ai plus pour longtemps, docteur Obama, se défendit la malade. Vous me l'avez affirmé vous-même. Ce n'est pas une raison pour précipiter les choses, s'énerva le médecin.
Mais que venait-il donc d'exprimer là? Il allait continuer son sermon, mais il s'arrêta net, se rendant compte qu'il était allé trop loin. Il venait de se conduire comme un médecin ne devait pas le faire. Peut-être avait-il blessé sa patiente. 1 heure de plus ou de moins, qu'est-ce que cela change? Demanda calmement Daniel du fond de son fauteuil roulant comme pour prouver au médecin qu'elle n'avait pas fait attention à sa remarque. Tout est de ma faute, docteur Obam, intervint Erika en descendant du lit dans le souci de mettre fin à une dispute qui était déjà oubliée. Eh bien, tâchez de ne pas recommencer, lança sèchement Richard Obam sans regarder Erika. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui, Daniel? Demanda-t-il en confisquant les journaux. Comme une condamnée à mort, répondit Daniel, le regard dans le vague. Dany, s'il te plaît, fit la mère. Je vous en prie, Daniel. Montrez-vous plus forte, conseilla le chirurgien abattu. Vous pouvez me le promettre? J'essayerai. Jacques m'a appelé hier soir. Il demande à vous voir, mais je lui ai dit que c'était encore trop tôt. Je ne veux pas le voir, répondit Daniel, toujours aussi impassible, le regard toujours dans le vide. Il m'a supplié de prendre grand soin de vous. Un petit silence fut observé, puis le chirurgien insista. Daniel, vous n'êtes pas obligé de le voir tout de suite. Cela peut bien attendre quelques semaines, docteur Obam. Intervient de nouveau Erika. Elle vient de vous déclarer clairement qu'elle ne voulait pas le voir. C'est aussi bien valable maintenant que dans 5 ou 6 ans. Et si jamais moins que rien, ce ivrogne, maman coupa Daniel. Si jamais cet avorton de Biva ose mettre les pieds ici, continua Erika, comme si elle n'avait pas entendu sa fille, il me rencontrera et autant vous l'assurer, tout de suite, cela ne fera pas partie des chances de sa vie. Bien, alors je vais chercher ce qu'il faut pour ce matin, s'excusa Richard Obam. Non, s'écria Daniel. Non, docteur Obam. Cessez de me bourrer de médicaments qui ne me servent à rien. Je suis sûre que les vivants en auront beaucoup plus besoin que moi. Je n'ai rien entendu, Daniel, répondit le médecin en essayant de dissimuler ce découragement qu'il ressentait soudain en écoutant une malade qui, tout portait à le croire, ne désirait rien d'autre que se laisser mourir. Je n'ai rien entendu et je vais chercher vos médicaments. Madame Viaspo, puis-je vous parler 1 minute, s'il vous plaît? Invita le docteur en ouvrant grand la porte. Oui, bien sûr, répondit la vieille femme en sortant. Richard Obam referma la porte derrière eux et ils se retrouvèrent seuls dans le couloir. Écoutez, Madame Viaspo, commença le médecin. Vous ne semblez pas prendre la situation au sérieux, mais votre fille est très malade. Si elle peut encore vous parler, c'est parce qu'elle a un organisme très résistant. Dans son état, vous et moi serions certainement dans un profond coma. Est-ce que vous comprenez ce que je vous expose? Non, j'avoue que non. Daniel est dans un état qui nécessite beaucoup de repos. Ce qu'elle a vécu avec son mari il y a quelques mois a été très pénible pour elle. C'est un sujet qu'elle doit oublier pour ne pas être tourmentée. Alors, cessez de lui apporter les journaux, il ne parle que de cela. Vous allez lui causer un choc émotionnel qui pourrait lui être fatal. Vous lui avez pourtant annoncé tout à l'heure que son mari désirait la voir. Je ne l'aurais jamais fait si elle n'avait pas lu les journaux que vous lui avez apportés. Je voulais convaincre Jacques de lui présenter des excuses. J'ai pensé que cela la soulagerait et que c'était peut-être le seul moyen de la tirer, ne serait-ce que momentanément des griffes de cette histoire. Je suis désolée, docteur. Je suis vraiment confuse. Que puis-je faire pour réparer? Entourez-la de vos soins. Il faut l'aménager. Vous avez remarqué combien elle démissionne de la vie? Cela signifie qu'on ne peut plus compter sur ses efforts psychologiques. Il faudrait lui redonner goût à la vie, lui amener ses enfants par exemple. Je crois pouvoir arranger cela avec le docteur Idriss. Le plus tôt serait le mieux. Ils lui apporteront beaucoup de réconfort maintenant. Retenez auprès d'elle, j'ai encore du travail. Oui, docteur, approuva Erika en retournant dans la chambre de sa fille. Il est parti, maman? Oui, Dany. Il est parti, répondit Erika Viaspo en s'asseyant sur le lit. Il est allé chercher de quoi te soulager. Je n'ai pas besoin de quelque chose, maman. Bien sûr que si, Dany chérie. Et nous sommes là pour t'aider pour que tu ne manques de rien.
Tu dois te souvenir que nous sommes près de toi, chérie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, maman est là. Daniel resta impassible et sa mère en fut surprise. Peut-être suspectait-elle sa subite gentillesse. Dani chérie, tu n'as pas bougé de ta fenêtre depuis mon arrivée. Tu ne veux pas t'étendre un peu en attendant le docteur Obama? Il t'a conseillé d'être au petit soin avec moi, n'est-ce pas maman? Il t'a demandé de me ménager, c'est bien cela? J'en ai pas besoin, maman. Je ne suis plus une enfant, je peux très bien me débrouiller toute seule. Erika chercha quelque chose à ajouter, mais ne trouva pas. Comment Daniel avait-elle pu deviner si juste? Elle en resta sans voix. Au moment où elle eut enfin l'idée de dire que le docteur Obama n'était pour rien à sa gentillesse, il était trop tard. Le silence avait été trop long et Daniel aurait sans doute compris qu'elle avait réfléchi pour répondre et aurait su que c'était un mensonge. Erika se tut donc à la fois honteuse et soucieuse. Le silence qui semblait vouloir se prolonger fut enfin interrompu par de faibles coups frappés à la porte. Daniel n'eut aucune réaction. Elle regardait toujours à travers la baie vitrée les immeubles voisins qui semblaient grandir mais sans vraiment les voir. C'est sûrement le docteur Obama, lança Erika en descendant du lit. Dieu du ciel, s'exclama-t-elle à la porte. Vous ici? Comment se fait-il? Bonjour, grand-mère. Daniel reconnut sans peine la voix de Fritz et tourna énergiquement les roues de son fauteuil vers la porte. Maman est là? Maman, cria Anthony en apercevant sa mère. Mes chers enfants, je suis si contente de vous voir, exulta Daniel en ouvrant les bras dans lesquels Fritz se réfugia aussitôt. Elle se sentait si seule sans eux. Anthony confia le bébé à sa grand-mère et courut à son tour embrasser sa mère. Attention les enfants, vous allez la renverser, s'inquiéta la grand-mère, un large sourire aux lèvres. Tiens, donne-moi Ludovic, maman, dit Daniel en tendant les bras. Erika posa délicatement le petit Ludovic dans les bras de sa mère qui le recouvrit aussitôt de 1001 baisers et l'enfant sembla si heureux qu'il rit aux éclats et amusa tout le monde. Anthony, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? J'ai vendu ta robe de soie bleue, maman, expliqua Anthony. Celle de chez Dior. J'ai aussi vendu ta gourmette, celle qui était surmontée d'une émeraude. Avec cet argent, nous avons pu tenir pendant ton absence et payer le voyage jusqu'ici. Voilà. C'est fou ce que tu te débrouilles bien, ma fille chérie. Approuva Daniel en embrassant toujours Ludovic. Tu as très bien agi. Comment s'est passée l'opération, maman? Demanda Fritz en s'asseyant sur le lit. Comment se fait-il que tu n'aies pas de bandage? Daniel ne sut trop que répondre et sa mère s'en chargea avant que les enfants ne se doutent de quelque chose. Maman n'a pas été opérée, Fritzson. Mais pourquoi? S'inquiéta Anthony. Il y avait erreur de diagnostic, c'est cela? Non, pas du tout, mais... hésita Daniel. Mais c'est moins grave qu'il ne pensait, voilà tout. Je préfère, souffla Anthony. Le docteur Obama ne m'a pas vraiment répondu tout à l'heure quand je lui ai demandé comment tu allais. Peut-être souhaitait-il que ta mère te le dise elle-même, rassura la grand-mère et grand-père, vous l'avez vu ces derniers temps? Oui. Il est passé à la cabane un peu après ton départ, relata Anthony. Nous avons dû nous enfermer parce qu'il était armé. Il a tiré plusieurs coups en l'air, il a proféré beaucoup de menaces. Il a promis de te tuer, grand-mère, ou pas Fritz. Oui, mais tu dois être habitué maintenant, n'est-ce pas, grand-mère? Ironisa Anthony. Et comment? Naga la vieille femme. On frappa soudain de légers coups à la porte qui s'ouvrit aussitôt, laissant passer le docteur Obama qui poussait un chariot sur lequel étaient disposés de nombreux médicaments dans de petits pots. Tiens, maman, prends Ludovic, dit Daniel. C'est l'heure de mes médicaments. C'est avec un large sourire que Erika accueillit le bébé dans ses bras. Puis, aimablement, Richard Obama se baissa avec Daniel pour l'aider à avaler tous ses comprimés. Alors, Fritz et Anthony, contents de revoir maman, le visage rayonnant des enfants répondit au chirurgien. L'atmosphère changeait et devenait plus gaie dans cette chambre d'hôpital.
Les enfants étaient loin d'imaginer combien cela était artificiel, combien leur cœur était meurtri. Les efforts que faisait Daniel pour retenir ses larmes devenaient presque visibles. Elle se rendait de plus en plus compte que la joie, l'immense joie qu'elle avait ressentie en voyant entrer ses enfants n'était plus que de courte durée. Elle tourna donc le regard vers Ludovic, qui s'amusait à taper sa grand-mère en riant très fort, dans l'espoir d'éveiller un soupçon de gaieté, une motivation au rire. Ce qu'elle en tira fut malheureusement l'idée que cet innocent petit être perdait sa mère avant même de la connaître vraiment et cela la tourmenta profondément. « Est-ce que tu vas bien, maman ?» s'inquiéta Anthony. « Je vais très bien, ma chérie. Je suis heureuse de vous voir, c'est tout. » L'émotion rassura le docteur Obam qui continuait de bourrer sa patiente de calmants en tout genre. Eureka eut alors un pincement au cœur en voyant pleurer sa fille. Elle savait que c'était cruel de cacher une vérité aussi capitale aux enfants, mais elle n'avait pas le choix. C'était la stricte volonté de Daniel. Quand la vieille femme descendit enfin de son nuage, des larmes roulaient déjà sur ses joues. Elle ne voulait pas que les enfants se doutent de quoi que ce soit, mais comment leur dissimuler son chagrin? Richard Obam se redressa enfin fier de sa besogne. Il allait émettre quelque chose, sûrement des félicitations ou des encouragements pour Daniel, qui acceptait enfin de se soigner quand 3 coups retentirent encore à la porte et qui s'ouvrit aussitôt. « Salut, c'est moi !» s'écria le docteur Idriss en entrant avec un grand bouquet qu'il tendit aussitôt à Daniel. « Je n'ai pas trouvé de fleurs aussi jolies que toi, alors je me suis contenté de celle-ci, lui souffla-t-il. « Bonjour, Michael, répondit Daniel toute souriante en posant un baiser délicat sur la joue de son amie. Elle a l'air en pleine forme ce matin, remarqua Michael. Tu ne trouves pas, Richard? Michael Idriss avait ceci de charmant que sa bonne humeur ne le quittait jamais. Ce matin-là, il ne portait pas de blouse, mais une veste et une cravate. Si, répondit celui-ci. Et en voilà la raison, ajouta-t-il en fixant du regard tout le petit monde que Daniel confortablement installé sur le lit. Tout le petit monde de Daniel confortablement installé sur le lit. Ah, bonjour, Madame Viaspo, lança Michael à la vieille Erika, qu'il remarquait enfin. Bonjour, docteur Idriss. Non encore, se lamenta le médecin en plaisantant. Erika laissa échapper un petit sourire au bout duquel elle s'excusa. Pardon, Michael. Erika n'avait pas remarqué que Michael ne faisait déjà plus attention à elle. Il avait maintenant le regard fixé sur Anthony et semblait surpris. Anthony, lâcha-t-il finalement. Oui, répondit la jeune fille tout étonnée. Mon Dieu, que tu as... Il s'arrêta. Que je... insista la jeune fille. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi, de vous, mais je ne vous imaginais pas aussi grand. C'est la seule explication que Michael Idriss put fournir. Il avait dû trouver l'idée à la hâte car le regard de Fritz, Anthony et même celui de la grand-mère se faisaient de plus en plus interrogateurs. Il aurait bien aimé dire à Anthony qu'elle n'avait pas changé, mais était-ce vraiment le moment? De son fauteuil roulant, Daniel fit les présentations. Chérie, c'est le docteur Idriss, un ami de longue date. Michael, je te présente mes enfants, Anthony, Fritz et Ludovic. Bon alors, à tout à l'heure, Daniel. S'excusa le docteur Obam en quittant la pièce désormais remplie de enchantés et de poignées de main. Michael avait maintenant un mal fou à détacher son regard de Fritz. Il le fixait de plus en plus profondément. Alors c'est à cela qu'il ressemble, pensa-t-il. Fritz, gêné, laissa errer son regard d'un objet à l'autre sans en voir aucun, pendant que sa grand-mère commençait à se poser énormément de questions. N'était-il pas un de ces hommes qui abusent des enfants? Qui était au fait Michael Idriss? Se demanda-t-elle soudain. Tout se passa en très peu de temps, mais Daniel comprit qu'elle devait absolument faire quelque chose. Dites les enfants, tenta-t-elle, pourriez-vous faire un tour chez Serge tout à l'heure? Je suis toujours sans nouvelles de lui et je commence à m'inquiéter sérieusement. Les enfants ne réagirent pas. Ils étaient occupés à scruter le mystérieux médecin dont les yeux semblaient émettre des centaines de messages indéchiffrables. Je vous prêterai volontiers ma voiture et mon chauffeur, proposa Erika. Anthony, Fritz, vous m'avez entendu? Insista Daniel.
Et si on y allait tout de suite, proposa Anthony qui revenait enfin de ses songes. Excellente idée, approuva le jeune frère en descendant du lit. Au fait, se ressaisit enfin Michael, Manuel a promis de t'appeler en fin d'après-midi, Daniel. Vous trouverez la voiture en bas, ajouta Daniel comme si elle n'avait pas entendu Michael. Le sujet était trop délicat pour que les enfants en entendent parler maintenant. À tout à l'heure, maman, dit Fritz en sortant. Anthony confia Ludovic à sa mère et lui posa un baiser sur la joue avant de sortir. À plus tard, lança-t-elle. Tu vas finir par les effrayer, Michael. Gronda Daniel une fois les enfants sortis. Arrête de les regarder de cette façon. Alors c'est Fritz, murmura Michael, le regard dans le vague comme s'il n'entendait pas Daniel. Oui, c'est lui. Et alors, cria de nouveau celle-ci. Attendez une seconde, fit Erika qui comprenait de moins en moins ce qui se passait. C'est lui quoi? Ils avaient complètement oublié la vieille et s'étaient laissés emporter l'un par la surprise et l'autre par la colère. Je veux savoir ce qu'il a de si particulier, mon Fritzou, insista la mère Viaspo. Et comme personne ne répondait, elle ajouta, Docteur Idriss, vous savez quelque chose sur les enfants que je semble ignorer. Je l'ai vu à votre façon de les regarder. Alors, je veux savoir ce que c'est. Daniel, elle prononçait rarement le prénom en entier. Qui est donc Manuel? Vous en avez déjà parlé dans l'ambulance l'autre jour. Le silence fut sa seule réponse. Daniel, je te parle, gronda Erika en s'approchant de sa fille. Alors, elle n'est pas au courant? Demanda Michael juste pour dire quelque chose. Au courant de quoi? Se fâcha la vieille Viaspo. Maman, balbutia Daniel sans oser lever les yeux vers qui que ce soit. Manuel Idriss est le frère aîné de Michael et il est le père de Fritz. Oh mon Dieu! S'écria Erika, interdite en retournant s'asseoir sur le lit. Docteur Idriss, vous êtes donc le frère de ce salaud? Ce titre responsable qui abandonne femme et enfants? Michael chercha une explication dans les yeux de Daniel, mais celle-ci les garda bien rivés au sol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Madame Viaspo? S'étonna Michael. Mon frère n'a jamais. J'ai inventé cela pour que vous ne cherchiez pas à le rencontrer, maman, coupa Daniel. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de tension dans la famille avec l'emprisonnement de papa. Manuel ne m'a pas abandonné, c'est moi qui l'ai quitté. Grand Dieu. Mais pourquoi, Dani? Daniel trouvait notre mère un peu trop dure, expliqua Michael. Elle était carrément invivable, oui, corrigea Daniel. Elle me menait la vie dure et j'en avais plus qu'assez. En fait, elle me détestait parce que j'avais déjà Anthony. Il n'était pas question que son fils épouse à la fois une femme et un enfant. Et il n'a jamais cherché à te retrouver, Dani? Oh que si. Je n'avais jamais vu mon frère aussi acharné. Ses relations avec maman sont restées tendues depuis. Il a mis presque 1 an à ne rien faire d'autre que chercher Daniel. Il en a presque perdu son travail. Il était engagé depuis peu dans un office de tourisme. Papa a dû faire jouer ses relations pour qu'on l'affecte à l'étranger, histoire de le sortir de cette impasse. D'ailleurs, comment aurais-tu pu me retrouver? Continua Daniel. Je n'ai laissé aucune adresse, aucune trace, juste un mot pour lui dire qu'il n'y était pour rien et je suis partie. J'étais alors enceinte de presque 7 mois. Alors, tu es revenu à la maison, compléta Erika. Tu as mis au monde un beau petit garçon et tu as de nouveau disparu quelques semaines après. Décidément, fit Michael. Maman, je ne tenais pas en place, tu sais, cela m'attend la fille. J'avais peur que quelqu'un découvre la vérité sur cette histoire de viol et ne fasse du mal à mes enfants. Je n'étais pas tranquille. C'est quoi cette histoire de viol? Demanda Michael. Daniel et sa mère n'avaient ni la patience ni l'envie de raconter la longue histoire de la condamnation de Léon Viaspo, le père de Daniel. Ainsi, continuèrent-elles leur conversation comme si Michael avait quitté la pièce. Je me suis installée ici à Berryville, poursuivit Daniel, décidée à passer aux aveux comme si elle sentait sa fin prochaine. J'habitais chez une amie qui n'est malheureusement plus des nôtres aujourd'hui. Pauvre Ida. Daniel parla d'un ton monotone. Il n'y avait aucune intonation dans sa voix, plutôt basse, à peine audible. Elle n'osa pas lever les yeux vers sa mère et encore moins vers Michael. Elle resta profondément blottie dans son fauteuil roulant.
Je n'ai pas tardé à trouver un emploi, continua-t-elle. Je travaillais comme caissière dans un supermarché. C'était la place de mon amie Ida. Elle m'y avait souvent emmenée et tout le monde y était sympathique. Le directeur n'a trouvé aucune objection à ce que je la remplace après sa mort. J'ai aussi hérité de son modeste appartement dont je pouvais désormais payer le loyer. Erika et Michael gardèrent un silence de mort, de crainte de perdre le moindre mot du récit de Daniel. Ce n'était pas le grand luxe, mais au moins j'y étais tranquille et je parvenais à nourrir mes enfants avec mon salaire de caissière. Fritz n'avait alors que 5 mois. 8 mois plus tard, j'épousai Jacques Biva, la plus grande erreur de ma vie. Ma vie n'a été qu'un échec, maman. Une succession d'erreurs. Il était temps que je m'en aille vraiment. La tristesse qui traversait les yeux de Daniel affecta profondément ses interlocuteurs. C'était une détresse effrayante, presque palpable. Il fallut un certain temps avant que la mère ne demande enfin. Qu'est devenu le brave Manuel? Il vit aux îles Pifriotos, répondit Michael. Il est à la tête d'une chaîne hôtelière dont la base est adorée dans ces îles. Il s'est finalement marié et il est père de 2 merveilleuses petites filles, William et Cédric. Elles auront 9 ans dans 2 mois. Des jumelles. Est-il au courant que vous avez retrouvé Daniel? Oui. Je l'ai appelé plusieurs fois déjà ce matin. Il m'a prévenu qu'il appellerait en fin d'après-midi. Il est tellement troublé à l'idée de rencontrer son fils, son seul garçon. Vous comprenez? Il ne l'a jamais vu. C'est fou ce qu'ils sont le portrait de leur père, ses enfants. Quand j'ai vu Fritz, j'ai cru à une Cédric ou une William en version garçon. La ressemblance est nette. C'est un vrai Idriss Fritz. Et Anthony alors, attaqua Erika. Elle n'est pas une Idriss et vous l'avez pourtant regardée bizarrement. Oh oui, je l'ai tout de suite reconnue. Elle avait à peine 3 ans quand je l'ai vue pour la dernière fois, mais elle n'a pas beaucoup changé. Tu disais que Manuel voulait voir son fils, dit Daniel. Comment compte-t-il s'y prendre? Il viendra ici. Je ne connais pas ses intentions à voir Michael. Il m'a juste dit qu'il était tout bouleversé à l'idée de le voir enfin et qu'il appellerait pour que vous en discutiez. Il m'a demandé à quoi il ressemblait, mais je ne l'avais pas encore vu moi-même. Maintenant que c'est fait, je cours lui annoncer combien il est beau et comme il est tout son portrait. Je serai probablement déjà de retour quand il appellera. À tout à l'heure. Erika se rendit compte qu'elle ne regardait plus le docteur Idriss du même œil. Il n'était donc pas le philanthrope qu'elle pensait, mais carrément l'oncle de Fritz. Michael venait de se sauver, laissant dans la chambre une mère et une fille qui ne fit rien d'autre que se regarder longuement. La luxueuse Mercedes bleu nuit louée par Michael pour Erika s'arrêta doucement devant la modeste villa de Serge Gotha de l'autre côté de la rue. Fritz et Anthony en descendirent, l'attention fixée sur un camion garé devant la porte que quelques hommes emplissaient de meubles. Mais ce sont les affaires de Serge, reconnut Fritz. Bonjour, monsieur, dit poliment Anthony à l'un des hommes. Serge déménage apparemment? Où est-il, s'il vous plaît? Serge n'a aucune chance de déménager avant une bonne vingtaine d'années, répondit le déménageur, occupé à monter les bagages sans se retourner. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous lui voulez à Serge? Nous sommes des amis, répondit le garçon, et nous comptions lui faire la surprise du siècle en débarquant, compléta la fille. Eh bien, essayez toujours, conseilla l'inconnu. Il est à la maison d'arrêt de Berryville. Serge en prison, mais pourquoi? Écoutez les jeunes, mais moi je vis au nord du pays et vous ici. Alors, c'est à moi de vous demander cela, je crois. C'est bien la police de chevaux qui a retrouvé son âme. Son âme? Quelle âme? L'inconnu se gonfla les joues et leva les yeux au ciel en signe de lassitude avant de répondre. La police a retrouvé chez lui un revolver avec ses empreintes. Un revolver qui aurait servi à tuer 3 femmes. C'était largement suffisant pour l'inculper. Ces renseignements vous suffisent-ils? Mais c'est impossible, s'irrita Anthony. Ça, je ne ferai pas de mal à une mouche. Je le connais bien, il n'a aucun d'un criminel. Oh que si, affirma l'inconnu. C'est criminel de s'opposer à un certain Jacques Bivard et mon frère a commis ce crime. Votre frère, dites-vous,
Vous êtes le frère de Serge? Oui, ma petite. Je suis son aîné, son frère aîné. Je m'appelle Anthony. Elle faillit prononcer le nom Biva, mais se souvient de la haine que cet homme pouvait éprouver pour ce simple mot de 4 lettres. Et voici mon frère Fritz. Francis Cotta, dit l'homme sans regarder les enfants toujours occupés à charger le camion. Qui nous prouve que cette histoire n'est pas montée de toutes pièces, hasarda Fritz. Qui nous dit que vous n'êtes pas simplement des cambrioleurs? Fritz, non, laissez, mademoiselle. Il doit regarder la télévision trop souvent, votre jeune frère. Pardon, murmura honteusement Fritz. Ce n'est rien, je vous assure, dit Francis Gothard. Seulement, sauvez-vous maintenant parce que vous commencez à ralentir le travail. Les jeunes gens ne se le firent pas répéter. Déjà, ils étaient dans leur Mercedes qui regagnait la chaussée encombrée de voitures. Les parents et la sœur étaient en bas. La voiture de Fritz et Anthony venaient d'entendre entrer ne pouvait être que celle de Jean Donald. Le soleil de ce dimanche après-midi était accablant et Anthony ne put s'empêcher de mettre en marche la climatisation de la chambre de son petit ami, perché au 2e étage d'un énorme palace qui avait poussé en plein milieu de Berryville. Des pas se firent entendre de l'escalier. « Vite, cachons-nous, le voilà !» fit Anthony. « J'imagine sa tête d'ici quand il nous verra. » Les enfants Biva se réfugièrent derrière le doux rideau de laine de la fenêtre dont la base reposait tranquillement sur le tapis au sol. La surprise fut bien plus grande que prévu quand il vit entrer une jeune fille d'une beauté, d'une intelligence, d'une élégance indiscutable, bien en avance sur la mode. Les jeunes gens, profondément déçus, quittèrent leur cachette et la jeune arrivante en fut grandement effrayée. « Elle sent le luxe à plein nez, pensa Anthony. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» s'étonna la fille, sensiblement du même âge qu'Anthony. Anthony ne put répondre. Elle n'était pas encore revenue de sa surprise. Elle se souvenait bien que, dans le temps en dehors de Mathilde, sa meilleure amie et elle-même, aucune fille n'avait le droit de monter dans la chambre de Jean Donald. Il ne le permettait pas. Elle refoula l'idée qui naissait dans sa tête en voyant la jeune fille et se contenta de demander la voix à moitié étouffée. « Où est Jean Donald? Je crois qu'il monte. » Jean Donald avait l'habitude de garer sa voiture dans le garage à côté du jardin. Seulement, aujourd'hui, à cause du jardinier qui passait la tondeuse et arrosait les plantes mouillant, même les voitures déjà rangées, le jeune garçon fut obligé d'immobiliser sa voiture dans l'arrière-cour et d'entrer dans la maison par la porte de derrière. Il serait passé devant comme d'habitude, ses parents ou sa sœur l'aurait averti qu'il y avait de la visite. Effectivement, Jean Donald montait lentement les marches de l'escalier. L'une après l'autre, 2 verres de jus de fruits en main. « Natacha, tu prendrais bien un !» Il stoppa net en voyant Anthony et Fritz debout au milieu de la chambre. La surprise fut tellement grande que les verres lui échappèrent des mains. « Anthony, Fritz !» s'exclama Jean Donald. « Quelle surprise !»« Qui est-ce, Jean Donald ?» demanda Natacha. « Oui, Natacha, je te présente Anthony et son frère Fritz. Elle, c'est Natacha. »« Qui est-elle, Jean Donald ?» demanda Anthony en quête de précision. « Oui, c'est ma petite amie, » expliqua Jean Donald. « Non, je dois sûrement rêver. Ce n'est pas Anthony, ta petite amie. » Jean Donald se rendit compte qu'il avait manqué de délicatesse, mais avait-il seulement le choix? « Mais Anthony, tu avais promis de m'écrire au moins une lettre par semaine. Tu avais promis que j'aurais constamment de tes nouvelles et de tes coordonnées, se défendit-il. J'ai attendu des mois que tu envoies la première lettre, ne fût-ce que la première. Je ne l'ai jamais eue. J'ai pensé que tu avais forcément rencontré quelqu'un d'autre et que tu avais fini par m'oublier. Alors, je me suis efforcée de faire de même. » C'était là des déclarations que la jeune Biva trouvait un peu fortes, mais pour son âge. Il est vrai qu'elle aurait aimé écrire pour parler d'elle, mais comment y serait-elle arrivée? Il n'était pas question que son Jean Donald adorait apprendre les conditions dans lesquelles elle vivait dans la capitale. Déjà, des larmes de déception lui brûlaient les yeux. « Non, Anthony, tu ne vas pas te mettre à pleurer, siffla Jean Donald. Pauvre Anthony, la vie venait encore de lui jouer un méchant tour. Elle sanglotait et quitta la chambre en courant.
Son frère l'a suivi. Anthony, attends, cria Jean-Donald. Il allait sortir à son tour, mais Natacha le retint par la main. Laisse-la donc tranquille, elle s'en remettra. Oui, tu as raison, se résigna le garçon. Je vais appeler Jonas. Il faut qu'il nettoie tout ceci, ajouta-t-il en regardant au sol les débris de verre qui baignaient dans le jus de fruits. Le téléphone avait sonné trop fort et Daniel sursauta dans son lit. Allô? Allô, Daniel? La femme décolla le récepteur de son oreille et boucha d'une main la partie basse du combiné. Elle avait reconnu cette voix. Fritz et sa grand-mère, de l'autre côté du lit, trouvèrent son attitude bizarre et gardèrent leurs yeux sur leur fille. C'est lui, murmura Daniel. Fritz chéri. Tu peux rejoindre ta soeur en bas un petit moment, s'il te plaît? Que se passe-t-il, maman? Je t'expliquerai tout un peu plus tard, chérie. Sois gentille, descends, s'il te plaît. Fritz quitta la pièce très peu convaincu et presque blessé. Sa mère s'était rarement comportée de la sorte et il devina qu'il y avait anguille sous roche. Bonjour Manuel, tu es en avance, oui, mais je ne pouvais plus attendre. Michael dit qu'il me ressemble comme une photocopie et qu'il s'appelle Fritz. Il n'avait donc pas changé, toujours la tête en l'air. Ah oui, Fritz, c'est bien ce qu'il m'a dit. Et toi, Daniel, comment vas-tu? Comme une condamnée à mort. Manuel se tut d'abord un petit moment, ne sachant trop que répondre à cela. Oui, Michael m'a tout raconté. Je suis vraiment navré, Dan. Voilà bien des années que personne ne l'avait appelé Dan. Manuel le trouvait avec tant d'affection que Manuel le faisait avec tant d'affection que Daniel se sentait presque de nouveau séduite par ce bel homme dont elle imaginait le visage marqué de rides naissantes. Eureka, assise non loin, ne perdait pas un mot de la conversation. « Est-ce que Fritz est là? Je peux lui parler, Daniel? » « Non, non, il n'est pas là. Tu lui parleras plus tard, sans doute. Comment a-t-il réagi à la nouvelle? Il n'est au courant de rien, ni pour toi, ni pour moi. » Ah, je vois. Écoute, Dan, j'ai un très bon travail par ici. Je suis devenu un homme très riche maintenant. Chapeau et toutes mes félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de travail et je ne pense pas pouvoir me libérer avant plusieurs mois, mais je meurs d'envie de voir mon fils. Tu comprends? C'est pourquoi j'ai pensé que, vu ta situation, enfin, je veux dire, Manuel était décidément très hésitant et Daniel en poussa un petit rire moqueur. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, Manuel. Tu es devenu un homme riche et tu veux ton fils à tes côtés, d'autant plus que moi, je n'en ai plus pour longtemps. J'en ai parlé à ma femme et elle est d'accord, oui, bien sûr. Je reconnais que Fritz aurait de nombreux avantages à vivre chez toi, Manuel, mais je crains que ce soit impossible. Daniel, je t'en prie. Il s'agit de mon fils, bien sûr, Manuel, mais je pense tout d'abord à lui, à son épanouissement. Il a toujours vécu avec son petit frère et sa sœur aînée. Ce serait vraiment cruel de les séparer maintenant. Ils en seraient déséquilibrés tous les trois. Dan, as-tu pensé à ce qu'il deviendrait si je n'étais plus là? Ne t'inquiète donc pas. Ils se débrouilleront très bien avec ma mère. Et si je les prenais tous les trois chez moi? Ta femme, Manuel, quoi, ma femme? Sera-t-elle d'accord? C'était là une question pertinente et l'homme dut réfléchir un petit moment avant de répondre. C'est mon problème. Ah non, il s'agit encore de mes enfants et leur avenir m'intéresse beaucoup. Si ta femme est d'accord, je n'y vois aucun inconvénient, mais dans le cas contraire, bien. Alors, je lui en parle et je te rappelle plus tard dans la soirée. J'aimerais pouvoir parler à Fritz aussi, s'il te plaît. Je ferai de mon mieux pour le lui annoncer. Tu sais, il a subi plusieurs chocs ces temps-ci. Je compte sur toi, Dan. À tout à l'heure. Au revoir, Manu. Cette façon d'appeler Manuel lui était revenue comme un réflexe. Tout ceci remontait à tellement loin. Elle y songeait encore en raccrochant le téléphone avant de se tourner vers sa mère qui avait gardé sur elle un regard interrogateur. Il veut les prendre tous les trois, maman. Est-ce vraiment une bonne idée, Dani? Je l'ignore, mais c'est de loin la meilleure solution à ce problème. Pauvre petit, la vie ne leur donne qu'une mère et pas
de père ou alors un père et pas de mère? Que deviendront-ils là-bas au milieu des eaux? La tristesse venait à nouveau de s'installer dans la petite chambre et déjà, des larmes échappaient aux deux femmes. La situation était bien douloureuse. Ainsi s'achève notre chapitre 6. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre 7. Bye!